Est-ce que vous entendez le son? Vous confirmez toujours avec les SMS, comme d'habitude. On vous attend pour confirmation. Vous confirmez s'il vous plaît si vous entendez mon son. Comme ça on commence. Avec des SMS. Non. S'il vous plaît, vous confirmez si vous entendez la communication avec les SMS. Donc voilà, on peut commencer. On va traiter aujourd'hui les dérivés halogéniques, donc la principale classe concernant les fonctions chimiques. Ce sont en quelque sorte des dérivés monofonctionnels, donc des fonctions chimiques très simples et intéressantes à la fois. Donc, on va traiter ensemble la structure chimique de cette nouvelle classe avec la nomenclature selon le PAC, les caractères physiques, ainsi que la réactivité chimique particulière de cette classe, le mode de préparation chimique, et par la suite, on va voir l'usage de dérivés appartenant à cette classe. Voilà, donc les dérivés halogéniques se sont définis comme halogéniques d'alkyle ou bien d'aride et sont pour la plupart d'origine synthétique, donc ils proviennent de la synthèse chimique. Et là, ils dérivent des hydrocarbures par remplacement d'un hydrogène par un halogène. Donc là, on parle d'un remplacement d'un hydrogène ou de plusieurs hydrogènes. On peut avoir des dérivés monohalogéniques comme des dérivés polyhalogéniques. Bien sûr, la formule générale est Rx, avec R, c'est le fragment hydrocarboné, et le X, ça correspond à l'halogène, peut-être un fluor, un chlore, un brom ou bien un iode. Donc là, on parle des éléments de la dernière colonne du tableau périodique, la colonne qui est juste avant celle du gaz rare, ce qu'on appelle les halogènes. Voilà. Donc, on passe pour voir la structure chimique de ces composés-là. Donc là, j'avais dit que c'est une RX. Donc, comme exemple, vous avez la chloropropane. Donc, toujours une fraction hydrocarbure avec une fraction halogénée, une fraction ou plusieurs fractions halogénées. Donc, la nomenclature, selon les règles du PAC, elle est très simple. Elle se fait par énoncer le nom de l'hydrocarbure correspondant, bien sûr en comptant le nombre de carbone appartenant au squelette carbonique principal. Et ceci est précédé par le préfixe halogéno, donc qui va indiquer la nature de l'halogène correspondant à cette molécule. Bien sûr précédé par la position de cet halogène sur le squelette carbonique. Donc, comme exemple, on peut donner cette molécule. Vous voyez qu'il y a le squelette carbonique principal, c'est un propane. Donc là, numérotation va respecter toujours le squelette le plus long en attribuant l'indice le plus faible au carbone porteur de l'halogène. Donc, dans ce cas-là, on va donner le 2 pour le carbone central. Et de ce fait, le nom de ce composé serait la 2-chloropropane. Donc, toujours un préfixe précédé par la position et à la fin, le nom de l'hydrocarbure correspondant. Donc, on peut avoir de ce fait un chloropropane, un fluoropropane, un bromo, etc. en fonction de la nature de cette halogène. Alors, donc, on passe pour donner quelques exemples concernant toujours la nomenclature. Donc là, on va distinguer trois principales classes, les dérivés halogéniques primaires, les dérivés halogéniques secondaires ou les dérivés halogéniques tertiaires.
et ceci en fonction du nombre de carbone lié à l'atome de carbone portant l'halogène. Donc, s'il y a un seul radical R lié à ce carbone portant de l'halogène, on va dire que le dérivé, c'est un dérivé primaire. Si on a deux fonctions hydrocarbures, donc deux fractions, alors, problème par rapport au sang. Donc, vous entendez comme ça? Vous confirmez avec un SMS. Si on a deux radicaux R et R1 portés par le carbone portant de l'halogène, cette fois-ci, on va dire que le dérivé, c'est un dérivé halogéné secondaire. La troisième classe concernant les dérivés halogénés, ce sont les dérivés tertiaires. Cette fois-ci, on aura le carbone porteur de l'halogène qui va porter trois fractions hydrocarbonées, le R, le R1 et le R2. Donc là, trois classes portant toujours des fonctions halogénées, que ce soit monohalogénées ou polyhalogénées, en fonction du nombre de halogènes. Donc, à côté du nom scientifique ou bien le nom chimique disposé par l'UPAC, le Système international de nomenclature, on dispose de nom d'usage qui correspond au nom d'utilisation, le nom qui est connu, qui est utilisé depuis l'Antiquité et qui est encore utilisé de nos jours. Donc là, on peut donner quelques exemples concernant ce nom. Nous avons le solvant le plus utilisé en chimie organique et en chimie thérapeutique qui est le chloroforme. Donc, un chloroforme, ça signifie qu'il y a déjà du chlore. Forme, c'est par rapport à la CH, donc ça provient de formaldéhyde. C'est presque un dérivé d'un formaldéhyde, mais dans lequel on va remplacer le carbonyle par trois fonctions chlore. Et d'où le nom d'usage chloroforme. On peut utiliser à côté trichlorométhane. Donc là, c'est en quelque sorte l'UPAC. Là, c'est le nom chimique scientifique. Donc, deux noms disponibles. Soit le nom d'usage qui est le chloroforme, bromoforme, iodoforme, etc., en fonction de la nature de l'halogène, soit le nom chimique qui est en bas, le trichlorométhane, qui va respecter les règles de l'UPAC. On voit juste à côté notre molécule, cette fois-ci c'est un alcène, donc un trichloroéthylène. Vous voyez trois fonctions halogènes portées par une double liaison. Donc je peux dire trichloroéthylène par rapport au nom d'usage, le nom qui est connu, qui est fréquent, qui est le plus utilisé, ça vient par l'habitude. Et vous avez à côté 1,2 trichloroéthène. Là, donc, vous avez le nom qui est chimique, qui va respecter les règles de l'UPAC. En indiquant bien sûr la position de chaque halogène, le nombre des halogènes total, donc indiqué par le préfixe de multiplication, le tri, et ça me donne 1, 1, 2, le sens faible. Alors, comme ça, normalement c'est mieux comme ça. Donc, alors, comme ça. Vous avez 1, 2 trichloroéthane, donc pour indiquer la position relative des trois halogènes et qui sont portés par la double liaison. On passe pour voir la troisième molécule. Vous avez le chlorure de vinyle. Donc là aussi, c'est un nom d'usage. Comme j'utilise vinyle au lieu de dire éthane ou éthylène. Et vous avez tout simplement le chlorure pour dire qu'il y a une fonction chlore sur la fonction alcène. Vous confirmez si le son est mieux maintenant. Comme ça, on avance encore. Avec un SMS. On passe pour voir les propriétés physiques de cette classe. Donc, les halogènes, d'une façon générale, ou les dérivés halogénés se présentent sous forme d'un gaz. Pour les dérivés les plus simples, ayant de 1 à 2 carbone, et ceci à température et pression ordinaire, mais ils deviennent par la suite liquides ou solides à partir de 3 carbones. Donc, en fonction de squelette carboné, en fonction de la densité, en fonction de, bon, on ne peut pas dire la taille, mais en fonction de la taille de cette molécule, on va trouver que l'état physique, elle est différente pour ces dérivés. Concernant la température d'ébullition et de fusion, on va trouver que ces températures-là sont plus supérieures par rapport aux alcanes correspondants.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à la température nécessaire pour rompre les liaisons qui se trouvent dans ces molécules-là. Donc, si je prends par exemple la chloroéthane et je la compare avec l'éthane, on va trouver que la température d'ébullition du chloroéthane, elle est bien supérieure par rapport à celle de l'éthane. Et là, toujours par rapport à cette énergie qui est nécessaire, qui est supérieure pour faire rompre les liaisons correspondantes, surtout entre celles, surtout pour celles qui entre le chlore et le CH2. De même pour la température de fusion, elle est bien supérieure pour les dérivés halogéniques comparativement avec les alcanes. Donc, vous avez ces valeurs, ce n'est pas pour les faire apprendre, c'est juste des chiffres indicatifs qui vous aident à bien assimiler les propriétés physiques de cette classe. En plus de ça, la température d'ébullition augmente avec la taille de l'halogène. Donc, si je compare par exemple un fluoroalkyle avec un iodoalkyle, on va trouver que l'iodoalkyle possède une température d'ébullition bien supérieure à celle du fluoroalkyle. Et ceci est expliqué par la taille qui est plus élevée et qui est reliée au Z, qui est le numéro atomique supérieur dans le iode comparativement avec le fluor. Voilà. Donc, puisque la liaison, elle est longue, puisque le Z augmente, la liaison, elle est longue, et puisque cette liaison nécessite plus d'énergie pour la faire rompre, surtout pour les dérivés halogéniques. Voilà. Donc, concernant la solubilité de ces composés, on peut dire que ce sont des dérivés halogénés insolubles dans l'eau, et d'où l'utilisation comme solvant organique. Ce sont des excellents solvants organiques utilisés en laboratoire de chimie organique et chimie thérapeutique. Ce sont pour la plupart des solvants polaires aprotiques. Et c'est pour cela qu'on va trouver ces solvants-là dans les réactions de substitution nucléophile d'ordre 2 et d'élimination d'ordre 2 pour la plupart. Ils sont de plus fortement odorants, comme par exemple le chloroforme qui possède une odeur très très particulière, très piquante. Et vous avez à côté le trichloroéthylène, là la présence de 3 chlores donne une odeur vraiment caractéristique, spécifique, particulière, très toxique, d'où la nécessité de moyens de protection lors de la manipulation de ces produits. La densité de ces dérivés-là, elle va augmenter en fonction de la taille, en fonction du nombre atomique Z concernant ces dérivés-là. Donc, pour les dérivés qui sont fluoro et chlorocarbures, on va trouver que la densité elle est inférieure à 1. Par la suite, j'ai les dérivés qui sont monobromés. La densité elle est de l'ordre de 1,5. Par la suite, nous avons augmentation pour les dérivés monoiodés. Donc là, la densité, elle est presque égale à 2. Pour les dérivés polyhalogénés, donc qui possèdent plusieurs halogènes, la densité, elle est pour la plupart supérieure à 1. C'est expliqué toujours par la taille de ces halogènes-là. Plus que le Z augmente, plus que la taille augmente, plus que la densité, elle est plus élevée. On passe pour voir la partie la plus importante concernant les fonctions organiques. Je ne parle pas des halogènes, mais toutes les fonctions organiques, c'est la réactivité qui compte le plus. C'est la plus importante donc à assimiler. Vous avez pour les dérivés halogénés plusieurs propriétés chimiques qui sont reliées bien sûr à la structure chimique elle-même. On va trouver que la présence de liaisons polarisées entre le carbone et l'halogène va donner en quelque sorte une différence d'électronégativité entre les deux atomes, une charge positive pour le carbone, une charge négative partielle pour l'halogène. Et vous avez à côté 3 doublés libres portés par l'halogène. Donc, toutes ces charges-là qui sont partielles et la présence des doublés libres vont donner plusieurs réactions chimiques à la fois pour la molécule. Donc, d'une part, nous avons les propriétés basiques qui sont données par l'halogène. Donc, la présence d'un doublé libre va donner la possibilité d'établir des réactions acido-basiques avec les acides de Lewis, qui sont les acides possédant une lacune électronique comme le AlCl3.
Donc là, ça correspond aux propriétés basiques données par la présence de 7 halogènes, quel que soit un chlore, un brome, etc. Vous avez à côté le carbone qui possède une charge positive. Donc de ce fait, le dérivé halogéné possède des propriétés qui sont dites électrophiles et d'où des réactions de substitution nucléophile qui sont possibles avec des entités nucléophiles qui se rapprochent à cette molécule. Donc, les propriétés électrophiles des dérivés halogénés sont responsables des réactions qui sont dites substitution nucléophile. De ce fait, on arrive à remplacer facilement l'halogène par une autre entité nucléophile qui soit une entité plus forte que l'halogène même. Bien sûr, une entité nucléophile, c'est une entité qui possède une charge négative, que ce soit une charge totale ou partielle. Et vous avez à côté des réactions d'élimination qui sont possibles également avec cette classe. Pourquoi? Parce que vous avez un hydrogène en position bêta par rapport à ce carbone et donc la possibilité de réaliser ce genre de réaction. Une base forte, elle est capable de se rapprocher pour arracher ce proton, former une double liaison à ce niveau-là et éliminer un halogène et de ce fait réaliser une réaction d'élimination. En plus de 3 réactions-là, nous avons à côté d'autres réactions qui sont aussi importantes. Ce sont les réactions d'oxydoréduction, donc qui vont concerner toute cette liaison qui est polarisée entre le carbone et l'halogène. Donc, 2 types de réactions séparées, soit des réactions d'oxydation, soit des réactions de réduction en fonction des réactifs qui se présentent dans le milieu. Donc, vous voyez là que plusieurs réactions sont possibles avec une seule classe chimique. Ceci dépend bien sûr de la nature de ce substrat même, est-ce qu'il est encombré ou non, les effets électroniques qui se présentent dans cette molécule et aussi les réactifs chimiques qui sont présents dans le milieu, que ce soit pour le réactif ou même les solvants, et aussi d'autres facteurs et des conditions réactionnelles comme la température, la pression, etc. Donc, commençons par les réactions les plus importantes concernant les dérivés halogéniques que nous avons peut-être déjà vus avec le mécanisme réactionnel, mais on va juste donner quelques exemples rapides pour bien voir les applications du mécanisme réactionnel. Donc, vous avez la réaction de substitution nucléophile. Pour cette réaction, vous avez encore 2 types. Vous avez la SN1, la SN2 que nous avons déjà définis et pour lesquels on va trouver que le substrat et le nucléophile sont des éléments importants pour définir le type de la réaction. Donc, vous avez comme exemple la réaction de chlorure de terte-butyl, donc qui se présente dans ce tableau. Ce substrat-là, il est capable de réagir avec une entité nucléophile comme l'iodure, le chlorure, le bromure, etc. Quelle que soit une entité qui soit nucléophile, donc il doit présenter une charge négative. Donc pour les halogènes, généralement, ce sont de bons nucléophiles, parce que la charge là, elle est totale, elle est bien exprimée. Et de ce fait, on peut facilement remplacer un halogène avec un autre. Donc, dans la molécule qui se présente ici, j'ai proposé un nucléophile qui est très fort, qui va se rapprocher à ce carbone portant la charge positive, qui lui va déclencher le départ du chlore, qui porte une charge négative partielle, et qui va partir par la suite en prenant cette liaison après rupture. Et de ce fait, on arrive à remplacer le chlore par l'iode. On aura l'iodure de terte-butyl comme produit de la réaction. Donc, les conditions pour cette réaction, c'est déjà la liaison qui est polarisée entre le carbone et l'halogène. Donc, les conditions qui se présentent pour tous les dérivés halogénés. Et aussi le rapprochement d'une entité nucléophile qui, généralement, elle est plus forte que l'halogène qui se présente ici, qui est juste un groupe partant dans ce cas-là. Donc voilà, de ce fait, j'ai mon produit de la réaction ayant l'iode à la place du chlore. Dans l'exemple qui est présenté ici, la réaction elle se fait selon un mécanisme SN2 en une seule étape. Pourquoi? Parce que là, plutôt, le mécanisme se fait en SN1, c'est-à-dire en 2 étapes. Pourquoi? Parce que le substrat il est capable de donner un carbocation qui est très stable et parce que là, le terte-butyl il est encombrant. Donc, la nécessité à ce niveau de 2 réactions
pour pouvoir réaliser une substitution nucléophile. Voilà. On passe à la réaction d'élimination. Donc là aussi, c'est une application du cours que nous avons traité la semaine passée. Donc l'exemple qui est propice pour ce genre de réaction, c'est le dérivé halogéné, qui présente d'une part l'halogène qui va être le groupe partant, et vous avez l'hydrogène en bêta par rapport au carbone portant de la liaison, le carbone porteur de l'atome d'halogène. De ce fait, la base, qui est généralement une base forte, elle peut se rapprocher de cet hydrogène. Elle déclenche la suite de réaction qui est le rabattement de cette liaison à ce niveau pour former la double liaison. Par la suite, nous avons départ de l'halogène sous forme de X-. Nous avons réhybridation des carbones. Au lieu d'avoir ici un sp3, on aura des sp2 pour passer à la forme planaire des alcènes. Et en même temps que ce changement, nous avons la base qui arrache ce proton pour être éliminée sous forme de BH. Donc, les réactions d'élimination permettent de passer des dérivés halogénés vers les alcènes, donc d'un composé qui est saturé vers un composé insaturé selon un mécanisme E1 ou E2, selon la structure chimique de ce substrat, selon la force de cette base et aussi selon la nature de ce solvant, comme nous avons déjà vu dans le cours d'élimination. Voilà. Donc, d'autres réactions sont disponibles, sont possibles avec les dérivés halogénés. Vous avez ce qu'on appelle la réaction de préparation de réactifs de Grignard ou bien l'organo-magnésien. C'est une réaction qui nécessite l'utilisation d'un métal comme le magnésium. Ce sont des métaux lourds qui sont utilisés à ce propos. Donc, un dérivé halogéné il est capable de réagir avec le métal en présence d'un solvant et en milieu anhydre. Le solvant qui est idéal pour ce genre de réaction, c'est l'éther diéthylique. C'est un solvant qui est polaire mais aprotique, qui est capable de solvater le substrat de départ qui est le dérivé halogéné. Donc, ce solvant va entourer la totalité de la molécule pour bien séparer les charges. Donc, il va polariser encore mieux la molécule. Il va permettre en quelque sorte la séparation entre les deux entités et de ce fait, l'intégration de ce métal serait facile et faisable. C'est une réaction qui nécessite également un milieu anhydre, donc ça se fait en milieu, ça se fait plutôt en absence de l'eau. Pourquoi? C'est pour éviter l'hydrolyse de cet éther. Vous savez que l'hydrolyse des éthers, elle est très facile. Donc, pour éviter ça et pour le bon déroulement de ma réaction en présence d'un solvant qui est polaire aprotique, je dois opérer en milieu anhydre, c'est-à-dire en absence des molécules d'eau. Et de ce fait, j'aurai ce qu'on appelle le dérivé de Grignard ou bien l'organo-magnésien ayant la structure générale RMGX avec X et l'halogène, le R c'est l'hydrocarbure. C'est une classe qui est aussi très très importante qu'on va traiter la semaine prochaine. On passe à côté pour voir la réaction de condensation. Donc là, c'est une condensation de deux dérivés halogénés. C'est une réaction qui se fait en présence du zinc et qui va permettre la préparation des alcanes. Donc là, les alcanes provenant de ce genre de réaction, ce sont les alcanes ayant une structure chimique plus élevée que celle des dérivés halogénés, donc avec prolongation de nombre de carbone. Vous faites attention à ça parce que c'est très important pour déterminer les produits des réactions lors des travaux des régions en chimie organique. Vous avez à côté élimination du ZnCl2 comme produit secondaire. Donc là, c'est une réaction qui rentre dans ce cadre de préparation des hydrocarbures aliphatiques linéaires qui sont les alcanes de forme R'. On passe pour voir d'autres types de réactions. Ce sont les réactions qui vont aboutir à une diminution de nombre d'oxydations. Et à ce niveau, nous avons plusieurs types encore. Nous avons tout d'abord la réduction par le nickel en présence de l'hydrogène.
Donc, on a une réduction, la réaction de condensation. Les questions, c'est à la fin, s'il vous plaît. Je reviens sur ça, sur la réaction de condensation. Vous patientez, je termine l'explication et puis on vous donne 5 minutes ou 10 minutes pour vos questions. Voilà, essayez de suivre tout d'abord. Donc, je continue pour traiter la réduction des dérivés halogéniques. C'est une réaction qui va nous donner une diminution de nombre d'oxydation. Et là, nous avons encore plusieurs types. Vous avez la réduction par le nickel, donc une réduction qui se fait par l'hydrogène en présence de nickel de l'année. C'est une réduction qui est en quelque sorte spécifique. Elle va réduire seulement la fonction halogénique. Donc, vous voyez avec cet exemple qui présente deux fonctions insaturées, d'une part le nitrile, d'autre part le dérivé halogéné. Donc, parmi ces deux fonctions, c'est seulement la fonction halogénée qui soit réduite en CH3 et ça prouve la chimiosélectivité de cette réaction. Donc, une réaction qui permet de réduire seulement cette fonction parmi d'autres fonctions insaturées, bien d'autres fonctions qui sont soumises à une réaction de réduction. Donc, concernant cette réaction, elle est plus facile dans cet ordre. Vous avez l'halogène, par la suite le brom, par la suite le chlore. Généralement, le fluor il est très mal manipulé au laboratoire parce que généralement, il donne des réactions qui sont pas vraiment contrôlées, des réactions très, très exothermiques, donc explosives. Voilà. Vous avez à côté la réduction par le zinc. C'est une réduction qui se fait en présence de l'acide acétique. Et bien sûr, l'acide acétique va être le fournisseur des hydrogènes dans ce cas-là, hydrogène qui va permettre la réduction de la fonction halogénique. Donc, vous avez dans cet exemple le chlorure de benzoïle. Donc, dans cet exemple, vous avez deux autres fonctions qui sont capables d'être réduites. La fonction carbonique d'une part et la fonction aromatique des benzènes. Donc, là, c'est possible, là aussi, c'est possible. Mais en utilisant le zinc avec l'acide acétique, j'aurai réduction seulement de la fonction halogénique. Donc là aussi, c'est une réaction qui est spécifique aux dérivés halogéniques. Ça va permettre de réduire une seule fonction parmi d'autres fonctions qui sont capables d'être réduites. Et avec d'autres réactifs, bien sûr. Donc, deux réactions qui sont spécifiques à ce niveau, soit l'hydrogène en présence du catalyseur de nickel. Le catalyseur va jouer le rôle d'un support solide qui va rapprocher les hydrogènes de part et d'autre à la fonction halogénée, donc au substrat. De même, la deuxième réaction, c'est une réaction qui utilise un acide acétique, c'est le fournisseur des hydrogènes, en présence d'un support métallique, le zinc. C'est une réaction qui va permettre de réduire spécifiquement la fonction halogénique, que ce soit un brome, un chlore ou bien l'iode. Donc là, ce sont les meilleurs halogènes qui sont manipulés par ce genre de réaction. On passe pour voir une autre réaction de réduction. Donc là, c'est une réaction qui rentre dans la catégorie de substitution nucléophile d'ordre 2, dans laquelle on va faire remplacer l'halogène avec un autre nucléophile qui est l'hydrure ou bien le H-. On a déjà vu dans les cours passés que la réduction par les hydrures, elle est utilisée par le tétrahydrure de lithium-aluminium ou le tétrahydrure de sodium borique. C'est une réaction qui permet, plutôt ce sont des réactifs qui permettent de fournir les hydrures ou bien les H-. Donc ce sont de très bons nucléophiles qui sont capables de se rapprocher à ce niveau-là, carbone déficitaire en électrons. Ils vont déclencher le départ de brome qui est le groupe partant, bien le nucléofuge. Ils vont permettre de ce fait le remplacement du brome par le H-. Ça va donner à ce niveau-là une réduction, comme vous voyez, mais une réduction qui va ressembler en quelque sorte à la SN2 parce que le mécanisme proprement dit de la réaction dans ce cas-là, c'est un mécanisme qui va présenter une entité nucléophile, attaque et départ d'un groupe partant. C'est le même que lors d'une SN2.
Vous avez à côté une autre réaction de réduction, cette fois-ci par le sodium en présence de l'ammoniac. Donc, en utilisant un métal solide, mais qui est solubilisé dans un solvant comme celui de l'ammoniac. Donc, c'est une réaction qui va permettre de réduire aussi la fonction halogénée, mais c'est une réduction qui va entraîner cette fois-ci la formation d'un alcène. Donc, en quelque sorte, nous avons éliminé à ce niveau un chlore et en même temps, nous avons éliminé un hydrogène. Donc, élimination de petites molécules, ça correspond par définition à une réaction d'élimination. Donc, la réduction, cette fois-ci, elle va ressembler à une élimination et non pas une SN2. C'est-à-dire que le mécanisme en détail proprement dit de la réaction, il ressemble à celui de l'élimination, mais avec quelques différences. C'est qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas utilisé une base, mais plutôt un support métallique solide solubilisé dans un solvant. Quelle que soit la réduction de dérivés halogéniques va nous donner un alcène, c'est-à-dire une insaturation. D'accord? Voilà, donc que vous voyez déjà dans cet exemple, vous avez la formation d'un alcène. On passe maintenant à un autre chapitre qui est la préparation des dérivés halogénés. Donc, vous avez ici 4 voies de préparation. Vous avez la substitution radicalaire des alcanes, vous avez une addition sur les alcènes et les alcynes, et vous avez l'halogénation du benzène, comme vous avez la préparation à partir des alcools, qui est la méthode la plus utilisée au niveau laboratoire. Donc, vous allez voir dans ce chapitre que le mode de préparation d'une fonction chimique donnée, il rentre dans la réactivité chimique de notre fonction organique. Donc, de ce fait, vous allez mieux réviser vos cours de cette façon, en quelque sorte d'une façon complémentaire entre les chapitres traités. Donc, on va commencer par la substitution radicalaire des alcanes. Donc, cette réaction, elle n'est pas possible selon le mode électrophile ni le mode nucléophile, mais seulement le mode radicalaire. Pourquoi? Parce que dans les alcanes, la rupture entre un carbone et un hydrogène, elle se fait d'une façon homolytique, c'est-à-dire d'une façon identique, d'une façon à attribuer un électron célibataire à chaque atome, donc ici dans le carbone ou bien dans l'hydrogène. C'est une réaction qui doit se faire aussi en présence des catalyseurs, c'est-à-dire des amortisseurs, comme la catalyse thermique ou la catalyse photochimique. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, nous avons utilisé la lumière ultraviolette comme amortisseur. Donc, celui qui va déclencher la rupture homolytique et qui est identique et équitable entre les deux atomes et ce qui va déclencher alors la réaction radicalaire. Donc, ce genre de réaction va permettre de remplacer l'hydrogène par un halogène, mais selon 3 étapes que nous avons déjà vues dans le cours de substitution radicalaire des alcanes. Nous avons vu qu'il y a tout d'abord création des radicaux dans la première étape, qui est l'étape de catalyse ou bien l'initiation. Par la suite, les radicaux créés vont déclencher la réaction en chaîne ou bien la réaction en propagation qui, elle, va donner le produit de la réaction. Dans ce genre de réaction, chaque radical va produire un autre radical et ainsi de suite. La réaction se fait jusqu'à l'infini. Et la troisième étape, c'est la finition, ou bien on va dire la terminaison qui va combler ou bien assembler les radicaux libres dans le milieu réactionnel pour faire stabiliser ce milieu. D'accord? Donc, dans cet exemple, vous voyez que nous avons remplacement de l'hydrogène par un halogène. Ça donne RX, le dérivé halogénique. Donc, c'est une méthode qui rentre dans la préparation des dérivés halogéniques. Ou bien, on va dire que la réactivité des alcanes selon une substitution radicalaire, c'est une méthode qui va permettre de synthétiser des dérivés halogénés. On va voir un exemple. Vous avez la chloration du propane. Donc, le chlore, c'est le réactif, le propane, c'est le substrat. C'est une réaction qui nécessite une lumière ultraviolette comme l'ultraviolet. Et ça va donner, selon les 3 étapes que nous avons déjà vues, ça va donner en fin de compte plusieurs composés isomères halogéniques. Donc, vous avez ça. Vous avez le chloropropane. Vous avez la 2-chloropropane ou bien le chlorure d'isopropyl. Donc, 2 isomères, donc 2 composés ayant la même formule brute avec une position différente pour l'halogène. Et ceci est la résultante
du fait qu'il y a plusieurs radicaux dans le milieu. Donc, la réaction dans ce cas-là, elle n'est pas régiosélective. Pourquoi? Parce que la position du chlore, elle n'est pas fixe. Donc, vous voyez qu'elle est variable sur le long du squelette carboné. Donc, deux isomères qui se forment avec deux pourcentages différents, bien sûr. Le plus stable et les prépondérants. Donc, un pourcentage plus élevé pour la 2-chloropropane, vu la stabilité de ce composé comparativement avec celui-là. Donc, on passe pour le deuxième mode de préparation. Le deuxième mode, ça correspond à une addition sur les alcènes. Donc, on peut utiliser la réactivité des alcènes avec les dérivés halogéniques, que ce soit un HX ou bien un X2, pour préparer aussi les dérivés halogéniques. Donc, c'est un chapitre que nous avons déjà vu dans les alcènes, mais qui va être utilisé à ce propos pour préparer notre classe d'aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser tout d'abord le HX, un dérivé qui est appelé hydracide. Et voilà, donc un dérivé qui est hydracide. Donc, c'est un dérivé qu'on va rajouter euh, selon la règle de Markovnikov pour la plupart des réactions. Donc, une règle qui va suivre le mode général de préparation des dérivés halogénés. Vous avez deux étapes. La première étape, c'est la création de l'électrophile. Dans l'exemple qui se présente dans la diapositive, vous avez le H qui correspond à l'électrophile. Bon, alors, on va essayer d'admettre les nouveaux participants. Voilà, on continue. Vous avez dans cette réaction, vous avez le réactif utilisé, c'est l'acide bromhydrique. C'est le réactif qui va fournir l'électrophile, qui est dans ce cas-là le H+. Donc, la première étape de la réaction, c'est une addition électrophile de ce H+ sur l'acide. C'est une addition qui se fait généralement sur le carbone le plus hydrogéné pour donner le carbocation le plus stable et par la suite donner le composé le plus stable. Donc, dans la réaction, selon la règle de Markovnikov, j'aurai le brome qui est fixé en position 2. Donc, si je pars à partir d'un propane, j'aurai la 2-bromopropane que vous voyez ici, selon cette règle de Markovnikov, la règle qui va permettre d'orienter la réaction selon la production du composé le plus stable. Donc, c'est le composé qui est majoritaire, qui se produit avec un pourcentage très élevé, et vous avez à côté un produit secondaire qui se forme, la bromopropane. Mais là, elle est minoritaire, bien sûr. Elle est moins stable comparativement avec ça. Donc, dans les réactions, vous pouvez avoir seulement ça avec 100%. Vous pouvez avoir un mélange avec un pourcentage plus élevé pour le composé le plus stable qui est, dans cet exemple, la 2-bromopropane. Donc, selon le contexte de l'exercice, selon la structure chimique même du substrat de départ. Donc, j'ai dit que la réaction se fait d'une façon globale selon Markovnikov, mais en présence de certains catalyseurs comme le peroxyde, la réaction elle peut être anti-Markovnikov. Elle se fait ce qu'on appelle, elle se fait plutôt selon l'effet Karash, qui est l'effet contraire que Markovnikov. Donc, dans ce cas-là, j'aurai la production de bromopropane au lieu de 2-bromopropane. Donc là, l'utilisation de peroxyde elle revient au besoin de manipulateur. Est-ce qu'il veut synthétiser la 2-bromopropane ou il veut synthétiser la bromopropane? Voilà. Donc, si je catalyse ma réaction, la réaction serait orientée autrement. Ce n'est plus la Markovnikov, mais plutôt c'est l'addition anti qui est dite l'addition Karash. Alors, l'addition des halogènes, elle peut se faire également par addition d'un X2, un Cl2, un Br2, etc. C'est une addition qui se fait selon le mode anti, que nous avons déjà défini la fois passée. Qu'est-ce que c'est le mode anti? C'est un mode qui va passer par la formation d'un pont à ce niveau-là. Vous avez le Cl2
qui va se rapprocher tout d'abord au niveau de l'alcène qui est très chargé négativement. Et pourquoi nous avons formation de ce pont? Parce que là, dans la CL2, dans le X2 d'une façon générale, on n'a pas une rupture X moins, X plus, mais plutôt ce sont deux entités qui sont identiques. Donc, on ne peut pas faire séparer les charges dès le début. Pardon. Donc, donc, à ce niveau-là, pour bien séparer ces charges-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement présenter la molécule de X2 à l'alcène. Cette présentation et ce rapprochement de réactifs à la double liaison va permettre de polariser la liaison et de faire créer par la suite un pont, donc par une liaison entre l'un des deux halogènes avec l'alcène. La formation de ce premier pont va permettre de polariser la liaison sous forme de Cl plus Cl moins avec des charges partielles. Et par la suite, le Cl moins, qui présente Cl moins sigma, une charge partielle, va attaquer le pont même pour se fixer sur l'autre carbone. Donc l'attaque de deuxième chlore sur le pont qui est créé dans une première étape va permettre l'ouverture de ce pont, va permettre de fixer le chlore d'une part et le deuxième chlore d'autre part. Ça doit se faire de cette façon, d'une façon qui est dite anti. Anti, c'est-à-dire de part et d'autre par rapport à cette double liaison, par rapport à cet axe central de la formation de déchlorobutane. C'est une réaction qui se fait à une température très basse, bien sûr parce que la réaction elle est exothermique, elle dégage de la chaleur, donc d'où le besoin de la faire refroidir, que ce soit pour le chlore ou bien pour le brome. Donc là, j'ai donné deux exemples. Vous avez l'addition du brome sur la cyclohexène. Donc cette fois-ci, on veut fixer un brome sur une double liaison présentée sur un support cyclique. C'est une réaction qui se fait à température très basse aussi pour refroidir la réaction qui est exothermique. Ça doit se faire en présence d'un solvant qui est apolaire. Donc vous voyez que les solvants apolaires sont généralement utilisés pour les réactions d'addition, alors que les solvants qui sont polaires sont utilisés dans les substitutions nucléophiles et dans les réactions d'élimination. Donc, le solvant le plus utilisé dans les réactions d'addition, c'est le chloroforme. Donc là, plutôt le tétrachlorure de méthane. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que les réactions d'addition se font en présence d'un solvant qui est apolaire. Par la suite, vous avez le produit qui se forme, donc un produit présentant deux fonctions halogénées, mais deux fonctions qui sont de part et d'autre par rapport à l'axe central. Alors, vous patientez. Donc, je continue. Donc, pour traiter l'exemple présenté dans la diapo, vous avez deux halogènes qui se fixent de part et d'autre par rapport à l'axe central. C'est une addition toujours anti. Pourquoi? Parce que le mécanisme passe par la formation d'un pont. C'est toujours le cas là où il y a X2, comme Cl2, Br2. Allez, parce que la liaison, elle est difficilement rompue. Vous avez deux entités identiques, donc il faut former le pont pour faire polariser la liaison et pour faire donc avancer cette réaction. On aura formation en fait de deux énantiomères, se composer avec l'énantiomère correspondant, c'est-à-dire que les deux positions de brome peuvent être différentes, que ce soit ici ou ici. On peut avoir ça en arrière et celui-là en avant. Peu importe, quels que soient les deux bromes, sont de part et d'autre par rapport à la double liaison. Voilà. Pourquoi j'ai sélectionné le chlore et le brome? Parce qu'en fait, ce sont les halogènes les plus manipulés. Ce sont très utilisés au niveau laboratoire, que ce soit en chimie organique ou bien en chimie thérapeutique. Généralement, le fluor, il est très explosif. L'iode, c'est un réactif très doux. Et ceci est expliqué bien sûr par la position centrale des deux halogènes dans la colonne, dans la dernière colonne du tableau périodique. On va trouver que le fluor il est très très électronégatif, l'iode il est moins électronégatif, mais la position relative de chlore et de brome central va permettre
de définir ces halogènes-là comme le meilleur halogène manipulé, comparativement avec les autres, bien sûr. On passe maintenant pour voir l'addition sur les alcynes. Donc là, ça ressemble à l'addition sur les alcènes avec quelques points techniques. Donc, vous avez tout d'abord l'addition d'un HX sur une alcyne. Ça va permettre de créer l'alcène correspondant avec une addition d'une seule molécule. Donc, addition d'un HX permet déjà de créer un dérivé halogénique, qui est un dérivé insaturé. Donc, vous avez deux fonctions à la fois. Vous avez la fonction alcène et la fonction halogénique. L'addition d'une autre molécule HX va permettre d'avoir des dérivés B-halogénés, donc qui possèdent deux halogènes à la fois. Cette fois-ci, l'addition serait orientée comme la première et j'aurai le X fixé sur le même carbone. Pourquoi et comment expliquer ce déroulement de la réaction? Comment expliquer la formation de gemmes déhalogénées? C'est par rapport au fait que la réaction elle est orientée selon Markovnikov. Bon, on l'a déjà vu, addition Markovnikov, ça signifie une addition électrophile, création d'un H+, qui est l'électrophile, qui va s'orienter de telle sorte à se fixer sur le carbone le plus hydrogéné à chaque fois. Donc, pour donner le carbocation le plus stable et pour donner le composé le plus stable. Donc, si je parle de première réaction, j'aurai l'hydrogène qui se fixe sur le carbone le plus hydrogéné à ce niveau-là. Si je parle de la deuxième étape à ce niveau, j'aurai cet hydrogène qui va jouer le rôle d'un électrophile qui va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, il va se fixer à ce niveau. Et de ce fait, j'aurai création toujours d'une entité carbocation plus stable et donc le produit le plus stable se forme par la suite. Donc, de ce fait, le H va se fixer sur ce carbone, le X- vient se fixer sur le carbone porteur de l'halogène. Et d'où ce qu'on appelle la gemme dihalogénie, c'est-à-dire que les deux halogènes sont sur le même carbone. Voilà, une réaction orientée selon Markovnikov. À chaque fois, il y a une séparation de charge comme HX, la possibilité de formation de l'électrophile. Donc, dans ce cas-là, va permettre d'orienter la réaction selon Markovnikov. Avec les alcynes, on peut également faire ajouter un X2. Donc, selon le mécanisme que nous avons déjà défini pour les alcènes, selon le mécanisme qui est dit anti, qui nécessite la formation de ponts. Bien sûr, pour voir le mécanisme bien détaillé, il faut revoir les cours des alcènes et des alcynes. Pas besoin de refaire tout ça maintenant par crainte du temps. Donc, vous avez le brom qui va se fixer d'une part anti. Tout d'abord, pour créer l'alcène, c'est un débromoalcène qui se forme dans un premier temps. En présence de tétrachlorure de carbone, donc j'avais dit que les solvants apolaires sont préférés pour les réactions d'addition, contrairement à une substitution nucléophile élimination. Là, on utilise des solvants polaires. Par la suite, et dans un deuxième temps, l'addition d'une autre entité de Br2 va permettre de halogéner encore l'alcène pour passer aux alcanes. J'aurai un tétrabromoalcane. Donc, avec les alcynes, vous avez cette possibilité d'halogéner complètement la molécule et de passer de ce fait aux alcanes en deux étapes. À chaque fois, on rajoute un Br2 selon un mécanisme anti, nécessitant la formation d'un pont. Voilà. Vous confirmez si vous entendez toujours. Hein? S'il y a un problème, vous le faites signaler par message. On passe maintenant pour voir le mode le plus important. S'il vous plaît, vous confirmez la communication. SMS. Très bien. Donc, on passe pour voir le mode le plus important concernant envoi. Très bien. Alors, on continue. Donc, vous avez le mode de préparation le plus important concernant les dérivés halogénés. C'est à partir des alcools. Pourquoi? Parce que là, les alcools sont vraiment disponibles au laboratoire, ils sont moins chers et aussi très manipulés facilement, ne sont pas vraiment toxiques comparativement avec d'autres dérivés. Et d'autre part, la réaction, elle est importante vu le rendement très élevé de ces réactions-là.
Donc, on va trouver qu'il y a là aussi plusieurs types de réactions, c'est-à-dire plusieurs dérivés utilisés avec les alcools. Donc, je peux utiliser les hydracides halogénés type HCl, HBr. Bien sûr, c'est un réactif qui est utilisé concentré à température ordinaire, donc sans besoin de catalyse. La réaction, elle est déjà à 94%. Donc, un rendement très élevé dans cette synthèse. Ça va permettre de synthétiser le dérivé halogéné, le chlorure de terte butyle dans cet exemple, à partir de l'utilisation d'un terte butanol. Une réaction qui se fait très très facilement selon un mécanisme de substitution nucléophile. On fait remplacer le OH avec un chlore avec élimination d'une H2O. Donc, une réaction très faisable, que ce soit pour l'HCl, HBr, HT, mais beaucoup plus HCl, HBr. Ce sont des réactions qui donnent un rendement de l'ordre de 94 à 95%. Mais dans le cas de deuxième exemple, qui la butanol avec l'HBr, c'est une réaction qui nécessite le reflux, c'est-à-dire la nécessité de faire régénérer les vapeurs à chaque fois pour augmenter le rendement. Concernant le mode de reflux, c'est un mode que vous allez voir dans les travaux pratiques de chimie thérapeutique en troisième année, donc pour bien comprendre. Donc, ceci dit que le chlore il est manipulé plus facilement dans cette réaction. Donc, une réaction qui est plus utilisée pour les alcools secondaires et tertiaires. Donc, si je parle des dérivés hydracides halogénés, si je parle des dérivés hydracides halogénés, ce sont les alcools tertiaires ou secondaires qui sont les plus utilisés. Mais quand on utilise par exemple une alcool primaire, là, j'aurais besoin de ce mode de reflux. Ceci dit que les alcools secondaires et tertiaires sont plus utilisés lors de cette réaction avec les hydracides halogénés. Donc, vous avez la possibilité également d'utiliser les alcools pour synthétiser les dérivés halogénés. Ça se fait, avec d'autres dérivés halogénés. Cette fois-ci, ce sont les dérivés de phosphore, comme le tribromure de phosphore, le pentachlorure de phosphore, etc. C'est une réaction qui nécessite l'éther comme solvant, qui nécessite d'être catalysée par une certaine température à 35 degrés. Et ça donne aussi des rendements élevés de l'ordre de 80%. Donc, on peut prendre un exemple. Vous avez la butanol 2, 3 molécules qui vont donner la 2-bromobutane. Donc, en éliminant le trait hydroxyde de phosphore. Et donc, une réaction très facile cette fois-ci avec les alcools qui sont primaires et secondaires. Donc, on avait dit que la réaction avec les hydracides, c'est beaucoup plus possible avec les alcools tertiaires et secondaires. Cette fois-ci, c'est une réaction qui est préférée, qui est plus facile avec les alcools primaires et secondaires. Et s'il vous plaît, vous vérifiez les diapos que vous avez, parce que là, j'ai changé quelques exemples. Concernant le cours qui est disposé dans la plateforme, vous allez remarquer qu'il y a d'autres exemples qui sont disposés, donc vous rectifiez à chaque fois. D'ailleurs, je vais déposer ce nouveau support sur la même plateforme bientôt. Voilà. Donc, on passe. Donc, pour continuer toujours avec le même mode de préparation, on va utiliser cette fois-ci un alcool, mais avec le déchlorure de thionyle. Donc, là aussi, c'est possible de faire synthétiser le dérivé halogéné. Une réaction qui est réaction de substitution nucléophile très facile. On va prendre un exemple. Vous avez la 3-méthoxybenzénol qu'on va faire réagir avec le chlorure de thionyle en présence d'une base forte comme la pyridine qui va être utilisée comme capteur de l'HCl qui est éliminé. Donc, lors de cette réaction, vous allez remarquer qu'il y a l'HCl qui s'élimine au fur et à mesure. Donc, pour le bon déroulement de cette réaction, on va capter cet HCl donc, pour faire orienter la réaction vers la production de produits majoritaires, le produit principal
qui est le dérivé halogénique. C'est une réaction qui se fait à un rendement très élevé de l'ordre de 91%, comme vous voyez. Et là aussi, c'est un mode qui est réservé pour les alcools primaires et secondaires. On avait dit que le mode de réaction entre alcool et hydracide est préférable pour les alcools tertiaires et secondaires. Les réactions des alcools avec les dérivés de phosphore, dérivés halogénés de phosphore, ou même le chlorure de thionyle, ce sont des réactions qui se font beaucoup plus avec les alcools primaires et secondaires. Donc là, c'est juste des constatations expérimentales qui nous aident dans le choix du réactif utilisé au niveau laboratoire. Vous avez en quatrième lieu l'halogénation du benzène. Donc, c'est une halogénation qui se fait selon une substitution électrophile aromatique. Et de ce fait, on aura besoin d'un catalyseur qui est l'acide de l'huile sous forme, par exemple, AlCl3. Donc, le réactif va se rajouter pour remplacer un hydrogène par un halogène avec élimination d'HCl. Donc, c'est une réaction qui rentre dans la catégorie de substitution électrophile aromatique. Le benzène, c'est un support très chargé négativement et de ce fait va permettre le rapprochement des entités qui sont électrophiles. Bien sûr, la création de l'électrophile à ce niveau-là va être facilitée par l'utilisation du catalyseur de l'huile selon le mode d'action que nous avons déjà traité dans le chapitre de mécanisme réactionnel. Donc, essayez de revoir ça. On aura même un rappel concernant la substitution électrophile aromatique dans le chapitre des hydrocarbures aromatiques, donc comme révision. Voilà, on finit maintenant par l'usage de cette classe chimique. Donc, les dérivés halogénés rentrent dans plusieurs domaines. D'une part, le domaine industriel, agricole, médical ou même domestique. Et de ce fait, peuvent être utilisés au niveau laboratoire comme solvants, comme le chloroforme par exemple, l'iodoforme, bromoforme, aussi comme des intermédiaires de synthèse chimique qui vont faciliter la formation d'autres classes chimiques. Bien sûr, ceci est relié à la polarisation de la liaison CX. Vous avez aussi l'utilisation comme des fluides. On peut avoir par exemple les fluides extincteurs, le bromure de trifluorométhane. Vous avez d'autres fluides frigorifiques et propulseurs dans les pommes aérosols. Donc, comme exemple, vous avez la CFC. Et vous pouvez trouver également les dérivés halogénés comme fluide de refroidissement, comme par exemple le pyralien, donc que vous connaissez tous. Les dérivés halogénés sont également utilisés dans le domaine agricole comme insecticides et pesticides, comme la DDT, donc je parle de ça. C'est une molécule très importante utilisée comme pesticide. Elle est polychlorée, comme vous voyez. C'est un support qui est trichloroéthane bis 4-chlorobenzène. Une molécule qui est très toxique aussi, qui nécessite la manipulation avec des précautions, parce que là, c'est une molécule qui est cancérigène. Et vous avez enfin le chlorophénol comme exemple concernant certains herbicides. Donc là, c'est le domaine agricole toujours. Voilà, c'est juste quelques exemples pour vous expliquer l'importance de la classe chimique des dérivés halogéniques. Maintenant, vous pouvez poser vos questions par des SMS toujours. Allez-y, rapidement, on vous attend pour ça. Même concernant les diapos précédentes. S'il vous plaît. Donc, concernant la réaction de condensation, donc je reviens sur ça pour mieux expliquer. La condensation, donc toujours la réactivité chimique. Donc, la condensation des dérivés halogénés. On l'a déjà vu dans la préparation des alcanes, dans le cours passé. On fait juste condenser deux dérivés halogénés, que ce soit deux dérivés identiques ou deux dérivés différents,
pour faire assembler les deux fractions hydrocarbures, se forme d'un alkane. Ça nécessite un support métallique. C'est le support qui va faciliter le captage de ce chlore. Donc, le zinc qui va lier d'une part et d'autre. Le zinc, c'est un atome qui est bivalent. Il possède une valence de 2, plus 2. Donc, il est capable de faire lier les deux chlores de part et d'autre sous forme de ZnCl2. Donc là, c'est un organométallique lui aussi. Et de ce fait, il va rompre cette liaison et en même temps, il va permettre la combinaison des deux radicaux. C'est seulement le support métallique, le zinc, qui va permettre ce genre de condensation. C'est très simple. Donc là, avant de parler de la condensation, bien sûr, il y a création de charges positives sur le R et charges négatives sur le chlore. Vous avez le zinc qui se rapproche comme support métallique. Il va permettre de polariser encore mieux la liaison. Il va contribuer à ouvrir ou bien à rompre la liaison et à faire lier les deux chlores de part et d'autre. En même temps que la formation du ZnCl2, vous avez la formation de l'hydrocarbure correspondant à l'alkane ici avec prolongation de la chaîne. C'est-à-dire que cette alkane, elle va posséder un R plus élevé que celui des dérivés halogéniques. Et ceci, il est important lors des exercices, c'est pour la prévision des produits de la réaction qui se forment à chaque fois. Par exemple, si on veut dire qu'il y a ici deux carbones, soi-disant deux chloroéthanes qui sont fusionnés, le produit de la réaction serait un butane. C'est j'opère à partir d'un chlorométhane, je fais combiner deux chlorométhanes, j'aurai cette fois-ci un éthane qui se forme, donc un CH3CH3. C'est très simple. Autre question, s'il vous plaît. Alors, c'est clair pour mademoiselle Hazorli? C'est clair ou non maintenant? Vous répondez. Alors, la mademoiselle qui a posé la question, Hazorli, est-ce que c'est clair maintenant? Alors, très bien. On passe à autre question. Rapidement, s'il vous plaît. Autre question et rapidement. On n'a pas. Donc, on va continuer demain avec le chapitre des hydrocarbures aromatiques, avec la séance de cours tout d'abord, suivie par la séance de TD concernant la même classe. Alors, question concernant la radiosélectivité et le mode anti. Voilà, donc, on passe aux diapos correspondantes. Le mode anti. Donc, on parle de ça. Bon, qu'est-ce que c'est tout d'abord une radiosélectivité? Une radiosélectivité, ça signifie que la réaction, elle est orientée. Ça signifie que l'atome qu'on veut fixer, il ne vient pas se fixer sur n'importe quelle position, mais il doit se fixer sur tel ou tel carbone qui est désigné selon les règles mises en jeu. Donc, on peut parler d'une radiosélectivité selon Markovnikov, une radiosélectivité selon Anti, une radiosélectivité selon l'effet Karash, etc. Bien sûr, ce sont les chimistes qui ont établi ces règles-là. Donc, on commence par la radiosélectivité selon Markovnikov tout d'abord. C'est une réaction qui va permettre d'orienter la réaction de telle sorte que l'électrophile, qui est le H+, dans ce cas-là, il vient se fixer sur l'alcène, mais il vient se fixer sur l'un des deux carbones. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Pourquoi? C'est parce que c'est le carbone le plus hydrogéné. Le H+, il doit se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Il va ouvrir la liaison à ce niveau. Il va former le carbocation sur ce carbone. C'est le carbocation le plus stable. Et c'est la raison pour laquelle cet H+, il vient se fixer sur le carbone le plus hydrogéné selon ce qu'on appelle Markovnikov. C'est une réaction d'addition électrophile particulière qui va permettre
d'avoir le composé le plus stable. Voilà, c'est la raison pour laquelle la réaction elle est orientée de telle façon. Et par exemple, si je prends cet exemple, vous voyez que le brome il se fixe sur la position centrale. Donc, c'est le composé le plus stable. Mais à côté de ça, bien sûr, il y a un composé secondaire qui se forme, par exemple la bromopropane, mais qui est un composé secondaire, c'est-à-dire il va se former avec un pourcentage très faible. D'accord? Donc, Hadi, par exemple, c'est la Markovnikov. Maintenant, contrairement à cette Markovnikov, je peux avoir d'autres types de réactions qui m'a l'effet Karash. C'est quoi l'effet Karash? C'est l'effet contraire, c'est que le H+, il ne va pas se fixer sur le carbone le plus hydrogéné, mais il vient se fixer sur le carbone central. C'est pour cela que j'ai eu dans cette réaction bromopropane. Cette réaction, selon Karash, elle nécessite un peroxyde. Sans peroxyde, la réaction serait Markovnikov, comme vous voyez dans la diapo. On passe maintenant au mode anti. Le mode anti, c'est particulier aux halogènes X2. Ce n'est pas HX. On ne peut pas avoir ça avec HX parce que le HX a une déformation entre le H+, l'électrophile. Donc, à ce niveau-là, avec le X2, comme maintenant, je n'ai pas une polarisation facile à la liaison, je ne peux pas procéder selon Markovnikov. Le mécanisme détaillé de la réaction, il passe par la formation d'un pan avec la double liaison. Et bien sûr, vous aurez besoin pour ça de votre cours des alcènes et des alcynes. Vous avez le mécanisme qui est bien détaillé là. Donc, vous aurez le pan qui va se former à ce niveau-là avec un seul chlore, sans rupture de la liaison. Juste l'un des deux vient se fixer. En même temps que formation de ce pan, on aura la polarisation. La liaison, elle va commencer à se rompre doucement. Elle va se rompre ou bien elle va acquérir une certaine charge partielle, Cl-, Cl+. Par la suite, le Cl-, qui est l'entité nucléophile dans cette étape, elle va attaquer le pan formé. Elle vient se rapprocher de ce pan, elle va attaquer l'un des deux carbones, elle va déclencher l'ouverture du pan et le deuxième carbone serait porteur du premier chlore. Donc, ce mécanisme particulier de l'addition anti va permettre la fixation de deux chlores de part et d'autre. L'un des deux chlores, il est là, l'autre, il est là. On ne peut pas avoir deux chlores sur le même carbone. C'est ça le mode anti. C'est que les deux chlores, déjà, ils sont fixés sur deux carbones différents, d'une part, et ce que aussi les deux chlores sont de part et d'autre, parce que sur le plan stéréochimie, on ne peut pas avoir les deux chlores du même côté par rapport à la double liaison. La molécule n'est pas stable et c'est expliqué déjà par le mécanisme réactionnel. Un mécanisme qui nécessite la formation de pans. Le chlore, il est là. Le deuxième chlore, il ne va pas se rapprocher du même côté du premier chlore, mais il vient de l'autre côté. C'est plus facile pour lui pour réaliser ce genre d'attaque pour des raisons toujours d'encombrement stérique. Le chlore, il vient du côté où il y a plus d'espace. C'est pour cela que le produit de la réaction serait de telle sorte, j'aurai les deux chlores de part et d'autre, et on aura ce qu'on appelle une addition anti, comme vous voyez, d'accord? Donc, que ce soit pour le chlore ou l'albrome, dans les deux exemples, c'est le même mode. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une X2. S'il s'agissait d'une HX, là, on aura une orientation de la réaction selon Markovnikov, selon le premier mécanisme, et j'aurai le composé le plus stable avec le pourcentage le plus élevé. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair à ce niveau? Mademoiselle Biassi, c'est clair ou non? Vous confirmez avec des SMS toujours. Allez-y. Rapidement. Très bien. Donc, vous n'avez pas d'autres questions? Vous n'avez pas autre question? Voilà. Donc, concernant le cours HADA, vous avez une mise à jour sur la plateforme. Essayez, s'il vous plaît, de récupérer la dernière version. Il y avait juste des changements pour quelques exemples. Voilà. Merci pour vous. Au prochain rendez-vous.
Alors, autre question. Est-ce qu'on a assez de temps? Vous n'avez pas autre question? Sinon, je termine la séance. Non. Très bien. Voilà, donc on clôture. Merci pour vous.